revoici en cette fin de semaine. J'ai l'impression à chaque vidéo de vous dire j'ai pas eu le temps de vous prendre. Bon bah là on a déjà mercredi, la semaine passe vite, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps. En fait le j'ai pas eu le temps devient le leitmotiv de ce mois de mars. Je pense qu'on en est là. Non, je reviens quand même avec des choses très intéressantes, à savoir de la lecture, c'est un peu pour ça que je suis là. Je suis toujours dans le Amstramgram, ce sera toi qui me plaira de Catherine Rose Barbieri, édité chez Erol Poche. J'en suis à un peu plus de la moitié. En fait, entre-temps, pourquoi j'ai pas avancé? Parce qu'entre-temps, j'ai lu le prochain livre roman de Clarisse Sabara, La lumière de nos jours, qui paraît du coup très bientôt aux éditions Charleston. Comme je vous le disais dans la précédente vidéo, je me suis rendu compte la veille de rendre du coup ma chronique aux éditions Charleston qu'il fallait que je lise ce livre de Clarisse Sabara. J'étais persuadée d'avoir jusqu'à la fin mars et au final absolument pas. Ce qui fait que j'ai rendu ma chronique hier. Les éditions Charleston, si vous passez par là, mea culpa, je suis navrée et je déteste rendre les choses comme ça à la bourre. Et là pour le coup j'ai 3-4 jours de retard. Enfin bref, toujours est-il que voilà, j'ai écrit ma chronique hier soir et que je l'ai envoyé aux éditions Charleston. Comme je vous le disais, c'est vrai que c'est un peu délicat de parler d'un livre alors qu'il n'est pas encore sorti, mais comme voilà, je suis encore dans ma lecture, forcément mes mots sont beaucoup plus fluides et je n'ai pas besoin de me replonger dans le résumé ou dans mes notes. À la lumière de nos jours, en gros, il est question de Julia qui vit à notre époque, qui du coup participait à une émission culinaire à la télé, donc elle avait une petite renommée, jusqu'au jour où on la met très gentiment à la porte et elle se retrouve du jour au lendemain sans boulot. Elle perd du coup sa maman qui décède. Elle est célibataire, elle vient de quitter je crois son mec qui la trompe, il me semble, enfin voilà, le mec pas très clean. Donc en fait Julia, elle est vraiment au bout du bout du bout du bout. Heureusement sa mère avant de mourir lui laisse une lettre dans laquelle elle laisse un petit peu ses dernières volontés et elle invite Julia à renouer avec sa famille, famille qui est famille du coup plutôt paternelle, qui est en Touraine. Donc son père est en Touraine, Serge, son cousin Alex est en Touraine, sa tante, son oncle, Suzette, sa grand-mère, enfin elle a vraiment ses racines paternelles en Touraine. Et sa mère avant de mourir, voilà, lui dit écoute, en gros voilà, avec ton père ça s'est mal terminé, on a tiré un peu une croix sur cette famille. Elle, Julia, c'est une partie de la famille qu'elle voit très peu et qu'elle n'a pas vue depuis 4 ans, notamment son papa avec qui elle est en froid. Et du coup voilà, sa mère lui dit écoute, vas-y, c'est le moment, je te conseille vraiment d'y aller, de renouer avec cette partie de la famille. Étant donné qu'elle n'a rien d'autre à faire, puisqu'elle est complètement perdue et qu'elle n'a plus rien à perdre justement, allons-y. Donc elle décide d'aller en Touraine. Elle rend visite du coup à sa grand-mère Suzette. Enfin, et en gros, on arrive un peu dans cette famille qui est un peu... comment dire, un petit peu éclatée, quoi. On sent que du coup, il y a une vraie tension entre elle et son papa. On sent que son cousin en veut à Julia de ne pas être venu les voir, de ne pas s'être occupé de son papa qui est alcoolique. Enfin... voilà, on sent qu'il y a un petit peu des règlements de compte, des non-dits, des tensions comme ça. Donc en gros, le roman démarre là-dessus. Et donc en fait, il va y avoir une espèce de double temporalité. Il va y avoir Julia qui va renouer avec ses racines en Touraine. Et en même temps, du coup, elle va renouer avec ce passé au travers de ses arrière-grands-parents, Eugénie et Marcel, qui tenaient une pâtisserie, au travers du coup le journal intime de sa grand-mère Suzette. Donc voilà, on va avoir comme ça ce va-et-vient entre les écrits que Julia va découvrir et qu'elle va nous livrer et du coup sa vie actuelle aujourd'hui qu'elle essaye un petit peu de... enfin ces morceaux de puzzle qu'elle essaye de rassembler. Du coup le parallèle est vraiment très intéressant. Le personnage de Julia, on s'y attache mais tout de suite. Le seul petit hic que je donnerais, enfin petit hic... moyen hic quand même, c'est que du coup la double temporalité c'est quelque chose que je trouve
assez intéressant à utiliser dans le schéma narratif. Mais je trouve qu'en ce moment, je lis beaucoup de romans, surtout c'est chez Charleston d'ailleurs, où il y a comme ça ce va-et-vient et je commence un peu à me lasser de système de narration en fait. Pas que ça devient trop facile, mais en fait c'est trop vu et revu et beaucoup d'auteurs l'utilisent. Du coup c'est dommage en fait, c'est vraiment dommage. Et là pour le coup on commence avec le passé de l'arrière-grand-mère de Julia, donc Eugénie et Marcel, et je pensais vraiment qu'on allait rester sur ce personnage du passé, qui en plus a un lien avec Julia, puisque Julia est fan de pâtisserie et est très talentueuse. Eugénie, son arrière-grand-mère, a tenu avec Marcel une pâtisserie, la pâtisserie Rossignol, qui du coup à l'époque avait vraiment une très jolie réputation. Et sauf qu'après, on passe de Eugénie, donc l'arrière-grand-mère, à Suzette la grand-mère. Alors qu'au moment où on parle du passé de Suzette, Eugénie est toujours en vie. Donc je comprends pas pourquoi on est parti sur le point de vue d'un autre personnage du passé. J'aimerais vraiment qu'on continue ce fil d'Eugénie jusqu'au bout. Et en plus c'était possible puisque elle est encore en vie. Enfin on aurait pu rester sur ce point de vue. Voilà, c'est vraiment ce hic en fait, et ce côté retour vers le passé. Alors forcément ça permet de faire plein de choses hein, d'un point de vue de l'histoire et d'ajouter du relief je dirais, mais je l'ai trop rencontré ces derniers temps. Alors peut-être parce que du coup je suis tombée que sur des lectures comme ça, et si ça n'avait pas été le cas je m'en serais moins lassée. Mais voilà, je dirais que là pour le coup super roman, mais ce côté bon, petite lassitude quoi. Donc voilà, donc j'ai lu À la lumière de nos jours, c'est pour ça que du coup j'ai laissé de côté Amsterdam. Ce sera toi qui me plaira, mais que j'ai repris hier soir. Toujours une très bonne lecture. Pour petit rappel, ensuite du coup Camille qui du coup un jour reçoit un courrier, un mail anonyme d'un homme qui du coup semble avoir eu un vrai coup de cœur pour Camille, sauf qu'elle ne sait absolument pas qui c'est. Dans ses mails, cet homme envoie quelques indices, et donc en fait vraiment tous les hommes de la vie de Camille qu'on va rencontrer, elle comme nous, on se dit c'est lui. Ah mais non, est-ce que c'est lui? Oh, j'espère que c'est pas lui, j'espère que c'est lui. Enfin bref. Et du coup, en parallèle, il y a du coup son voisin du dessus qui s'appelle Colm, dont elle commence à tomber amoureuse. À plusieurs reprises, on s'est dit, ça se trouve c'est lui, mais non, c'est pas possible que ce soit lui. Mais en même temps, on espère que ce soit lui, puisque vraiment, elle semble l'apprécier. Donc du coup, on commence, là, à la moitié du livre, on commence à du coup oublier le côté mail anonyme et de se dire, bah en fait, au final, le mail anonyme, peu importe qui c'est, a permis à Camille du coup d'ouvrir les yeux sur les hommes de son entourage et de s'ouvrir un peu à l'amour et aux relations sentimentales. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc je vous en reparle très bientôt. Mais c'est surtout qu'il y a eu des petites réceptions. Là, on est sur les éditions Le Duc. Ah oui, je l'avais demandé celui-ci. Non, je l'avais pas demandé. Si, je l'avais demandé. J'ai un doute sur le fait que je l'avais demandé, celui-ci. Jorge Buquet suit le chemin qui mène à ta liberté, le secret de l'autodépendance. Édité chez Le Duc. Mais j'ai un doute sur le fait de l'avoir demandé, celui-ci. Les 5 libertés qui mènent à toi-même. Alors, je sais que dans la catégorie bien-être santé, il nous avait envoyé le catalogue et il me semble que j'avais repéré un roman. Alors j'ai cru que c'était un roman, mais en fait c'est pas un roman. Ça a pas l'air d'être un roman quand même. Je revérifierai. J'ai un vrai doute sur cette réception, savoir si je l'avais demandé ou pas. Pourtant la couverture me dit vraiment quelque chose. Je regarderai. Écrit par du coup, lui il est psychiatre, psychothérapeute et gestalt thérapeute. Auteur du best-seller traduit dans le monde entier, dont Laisse-moi te raconter les chemins de la vie. Il rédige aussi des chroniques pour des radios américaines et des périodiques. Je regarderai, j'ai un vrai doute là sur cette réception. Bref, merci beaucoup en tout cas aux éditions Le Duc
pour cet envoi. Autre réception, là je crois que ça vient de la Martinière, je crois. Je pense que c'est le dernier. Je ne prononcerai pas son nom de famille. Oui, celui-ci. Ranière Jonasson, la dernière tempête, qui fait du coup partie de la trilogie La Dame de Reykjavik. Excusez-moi pour mon accent. L'un des meilleurs romans policiers de l'année. Trop bien, j'avais beaucoup aimé son précédent. Le thème qui quand même se pose la question si Ranière ne serait pas le meilleur auteur de romans policiers de notre époque. J'ai quand même un doute parce qu'il y a quand même Joël Dicker, hein, faut pas déconner non plus. Joël Dicker quand même. Hein, on le met... Bah écoutez, j'ai même plus la place pour ma main, ça dépasse le cadre tellement je le place bien au-dessus. Avec quand même Olivier Norek et Franck Tilly. Mais enfin, voilà, je ne suis pas du tout en train de dire que c'est un mauvais auteur, mais de là à dire que c'est le meilleur auteur de romans policiers de notre époque, quand même, excusez-moi, mais j'en doute. Hein. Alors, la terrible tempête de neige qui s'abat sur l'Islande aurait dû décourager les plus téméraires de s'aventurer à l'extérieur. Ils l'ont pourtant fait. Ce couple n'aurait jamais dû laisser entrer chez eux un inconnu. Il l'a pourtant fait. Invité indésirable, mensonge innommable, un meurtre. Tous ne survivront pas à cette nuit et l'inspectrice Hulda, chargée de l'enquête, continuera d'être hantée par ces fantômes très longtemps encore. Ah oui, c'est ça la question que je me posais, savoir si on pouvait lire du coup on pouvait lire celui-ci et La Dame de Reykjavik séparément, et oui, puisque c'est indiqué que tous les volumes peuvent se lire séparément. Ce dernier roman se déroule 25 ans avant le premier volet de la série, donc La Dame de Reykjavik, et 10 ans avant l'île aux secrets. Trop cool, merci beaucoup la Martina. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sort. Quand est-ce qu'il sort? Quand est-ce qu'il sort? Je ne sais pas. Je regarderai, je vous dirai à l'occasion. Je vous dirai à l'occasion. Donc voilà pour cette réception. Je suis vraiment super contente. Et Ranière Jonasson, à chaque fois, je kiffe ses romans. Et là, du coup, c'est la réception de la seconde partie. Je ne sais plus si vous vous souvenez, mais j'ai été sélectionnée pour faire partie du prix Audiolib 2021. Et du coup, on avait reçu 5 premiers livres audio. Et là, du coup, on a reçu les 5 autres, puisqu'il y en a 10 en tout, si je ne me trompe. On a donc le banquet annuel de la confrérie des Fossoyeurs de Mathias Hénard. Hop là, je vous montre. Hop, j'essaye de pas avoir trop de relief. On a du côté des Indiens d'Isabelle Carré, qui d'ailleurs est lu par l'autrice. En même temps, tant qu'à faire. Ça aurait été dommage de s'en priver. Le consentement de Vanessa Springora. Hop là, que je suis sûre que vous connaissez. Il a fait un carton. Suivi d'un entretien avec l'autrice. Ah, c'est cool ça. Nickel Boys. Ah bah oui, le prix Pulitzer de Colson Whitehead. Celui-ci, pareil, je suis sûre que vous en avez entendu parler. Et le poète de Michael Connelly. Excusez-moi, je vais couper, j'ai mon téléphone qui sonne. J'ai raté l'appel, bon c'est pas grave. Donc voilà, les 5 livres audio. Je sais pas combien d'heures d'écoute on est. Ouh, 16h43 là. 6h59, 3h53, 8h24 et 14h57. Je suis toujours dans là où chantent les écrevisses, là où dansent les écrevisses. J'ai plus le titre en tête. Beaucoup d'heures d'écoute. En fait, j'ai eu un souci entre temps, c'est-à-dire que en fait, je voulais basculer. En fait, j'ai voulu mettre du coup le CD, parce que dans la voiture, mon lecteur CD ne prend pas en compte les CD Audiolib. Pourquoi? Petit souci technique. Du coup, j'ai mis le CD dans mon Mac, il lit, donc du coup j'ai pu extraire les fichiers sur iTunes, sauf que mon téléphone portable, quand je le branche, iTunes ne le reconnaît pas.
Bref, de toute façon avec cet ordi là j'ai un iMac qui est pas obsolète mais qui a plus de 10 ans et forcément, enfin vous voyez bien, je peux pas faire les mises à jour que je souhaite. Et d'ailleurs enfin là on sort complètement de la discussion livre, ça m'embête grandement en fait d'avoir un ordi, donc un iMac qui marche. Je l'ai eu pour mes 20 ans, j'en ai 33, bientôt 34, qui marche, qui est nickel. Ouais, il y a juste le lecteur DVD qui marche plus, mais en soi je regarde pas vraiment de DVD. Et en fait, je ne peux pas l'utiliser comme je le souhaite. Là, je voulais mettre Adobe Premiere dessus. Et sauf qu'en fait, bon, faut que je fasse 2-3 mises à jour pour potentiellement pouvoir le mettre. Mais dans tous les cas, je ne pourrai jamais mettre la dernière mise à jour Apple, puisque si je fais ça, mon ordi, je ne peux plus l'utiliser. Et vraiment, ouais, vraiment ça m'embête en fait. Bon après je l'ai largement enfin voilà utilisé et maintenant enfin c'est bon, y a pas de souci, il a 15 ans, c'est pas comme si je l'avais acheté il y a 5 ans. Mais toujours est-il que voilà, l'ordi marche en fait, il marche parfaitement. C'est juste que voilà, Apple a décidé de nous caler de l'obsolescence programmée avec ces histoires de mise à jour. Enfin voilà, ça m'empêche pas de l'utiliser, mais voilà, si je veux balancer du logiciel un peu dernière génération dessus, c'est pas si évident que ça. Voilà pour les petites choses. Je pense du coup faire comme la semaine dernière, puisque c'est vrai que j'ai beaucoup plus le temps de filmer le week-end. Du coup, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais clôturer cette vidéo dimanche soir pour la publier lundi matin. Je pense que je vais faire quelque chose comme ça pour avoir un petit peu plus de contenu. Je vous reprends sûrement demain ou ce soir, mais je pense plus demain. Et je vous souhaite une bonne après-midi. Grande nouvelle, je reviens enfin avec des livres terminés. Ça fait bien une semaine que je n'étais pas venue à bout d'un livre et là j'avais plusieurs lectures en cours dont, et je vous en ai beaucoup parlé dans cette vidéo puisque c'est vraiment un livre qui m'a suivi toute la semaine, c'est Amstramgram, ce sera toi qui me plaira de Catherine Rose Barbieri. Comme je vous le disais, après 2-3 lectures assez fortes, assez intenses, j'avais besoin de quelque chose de beaucoup plus léger. Alors bon, clairement j'ai trouvé mon compte avec ce livre. J'avais lu il y a quelques temps le dernier livre de Catherine Rose Barbieri, Souviens-toi que tu m'aimes, qui avait été une très jolie découverte, et à la fois des maisons édition Erol que je n'avais encore jamais rencontré au cours de mes lectures et de l'auteur également. Et pour le coup voilà, quand les éditions Erol m'ont proposé de m'envoyer le premier roman de Catherine Rose, voilà, je me suis dit bah si c'est à la hauteur du second, franchement je prends. Dire que c'est à la hauteur du second, je ne dirais pas ça. Franchement, Souviens-toi que tu m'aimes, j'ai vraiment adoré. Et clairement entre celui-ci et le dernier qui est sorti, je trouve qu'il y a vraiment une très belle évolution dans l'écriture de l'auteur, dans la construction de la narration. Donc vraiment, c'est ça que j'apprécie aussi. Alors généralement, on commence plutôt par les premiers livres de l'auteur pour après enchaîner sur les autres. Là, j'ai fait l'inverse, mais ça m'a permis de voir dans tous les cas que voilà, que Catherine Rose Barbieri avait voilà très joliment fait évoluer son travail d'écriture. Toujours est-il que c'est une super histoire. Du coup, je vais pas vous refaire le résumé puisque je vous l'ai fait de nombreuses fois dans cette vidéo précédemment. Donc toujours est-il que du coup, au moment où je vous en ai parlé juste avant, on commençait un petit peu à oublier cette histoire de corbeau pour se pencher vraiment sur la relation entre Camille et Colum, qui est du coup franco-irlandais, et voilà, et en fait on commence à oublier et à mettre un peu de côté cette histoire de corbeau en se disant bah voilà, la réception de ces mails anonymes permet vraiment à Camille, après une rupture assez difficile, une relation assez difficile, de s'ouvrir de nouveau à l'amour tout simplement. Donc du coup c'était vraiment un tremplin, enfin tremplin c'est pas le bon mot, mais disons que ça la pousse vraiment, ça lui donne en fait l'envie d'oser aller vers d'autres hommes, puisque forcément bah, autour d'elle il y a quand même malgré tout entre le travail et sa vie personnelle des hommes. Et du coup, elle se dit que peut-être le corbeau, ça peut être n'importe lequel d'entre eux. Bon, je vais pas vous raconter la fin, mais toujours est-il
que en tant que lectrice, on se dit ok, bon bah là, elle a rencontré le Colum, nous on n'a qu'une envie, c'est de se dire bah, c'est lui le corbeau, faut que ce soit lui parce qu'on a trop envie qu'elle finisse avec lui. Sauf que plus ça va et plus en fait Catherine Rose nous éloigne de Colum comme étant le corbeau et on se dit bah non en fait ça peut pas être lui et en même temps tant pis c'est pas grave. Je ne vous dis pas la suite parce que pour le coup je vous en révélerai beaucoup trop mais voilà c'est un bon roman romantique roman d'amour qui passe vraiment très très bien et qui fait plaisir à lire. À certains moments, j'ai trouvé un petit peu de longueur dans la relation qu'elle entreprend avec Colum. Je trouve que ça traîne un peu, à certains moments on a envie que ça aille un petit peu plus vite, notamment toute la scène du bar où elle va pour fêter l'anniversaire de Colum dans un bar où lui-même travaille. Voilà, il y a des scènes comme ça un petit peu à rallonge et on a envie d'un petit peu plus de rythme, mais en dehors de ça, franchement, bon roman, belle, voilà, jolie découverte. J'ai également terminé Trajectoire de femme, journal illustré d'un combat d'Erin Williams, édité chez Massot Éditions. Alors celui-ci c'est un roman graphique. Je vais essayer de vous glisser quelques visuels en gros plan. C'est un roman graphique. Alors les dessins je les aime assez. Voilà, Erin se représente comme ça. Donc voilà, des traits vraiment très simples, assez purs. Et c'est vraiment un livre très prenant. C'est un récit autobiographique autour d'une femme qui, comment je dirais, qui a vécu des violences sexuelles dans son enfance, qui du coup ont rendu très difficile ses relations amoureuses et sexuelles dans sa vie d'adulte. Et on se rend compte qu'elle cumule les relations, alors même pas les relations amoureuses, ça peut juste être une histoire d'un soir, un mec qu'elle ramène et voilà, avec qui elle fait ce dont elle a envie de faire. Mais du coup, elle a un rapport avec sa sexualité et avec le sexe opposé qui est assez particulier, qui est violent. Alors pas violent dans le sens coup, violence, enfin si dans le sens violence physique si, mais je veux dire violent aussi psychologiquement. Et en fait, elle parle de toute la subtilité du rapport non consenti qui pourrait... Non, du rapport consenti, mais qui tourne à la violence un peu... comment dire? J'ai du mal à vous expliquer. Parce que c'est vrai qu'en plus c'est des thématiques, il faut vraiment faire attention à chaque fois, il faut poser ses mots parce qu'on nous saute un petit peu dessus si on n'emploie pas le bon mot, le bon terme. Comment je vais vous expliquer? En fait à chaque fois elle a des rapports consentants. Mais, enfin à chaque fois, pas tout le temps, mais dans la plupart de ces rapports consentants, on sent que clairement elle ne se sent pas à l'aise ni avec son corps, ni avec le corps de l'autre et que des fois elle se force à faire des choses dont elle n'a absolument pas envie. Et des choses qu'elle fait dont elle a envie et avec le recul, elle se dit ah non mais en fait là c'était pas du tout kiffant, c'était pas du tout comme ça que je voulais le faire, c'était pas du tout dans ces circonstances, le mec a clairement été un vrai porc. Et je vais essayer de vous trouver des exemples... Voilà, bah typiquement, elle parle d'un ex à elle dont je n'ai plus le nom, où elle dit une chose me frappe quand je repense aujourd'hui à cette relation, je me pliais à ses fantasmes sexuels car je me sentais redevable. Il subvenait à mes besoins, moi qui pensais être au-dessus de ce genre de cliché, je me trompais. Donc voilà, elle est beaucoup dans ce genre de relation avec l'homme, où du coup... Elle est consentante, mais en fait pour de mauvaises raisons et pas pour son plaisir à elle au final. Soit c'est parce que voilà, elle rencontre un gars, le gars est sympa et allez, on y va sans se poser de questions. Et en fait, elle se sent salie à chaque relation sexuelle. Elle a peu confiance en elle également. Et je voulais vous dire un autre truc aussi à ce sujet. Et aussi elle a un rapport très très particulier à l'alcool et à plusieurs reprises elle dit avant une relation sexuelle je bois pour en gros sortir de moi-même, ne plus me sentir moi physiquement en train de faire cet acte sexuel avec un autre.
Donc c'est vraiment... ouais, c'est un récit assez lourd, plein de métaphores, plein de comparaisons, plein d'images assez saisissantes, et on suit en fait un peu son quotidien. On a beaucoup de passages où elle est dans la rue, où elle est dans le train pour aller au travail. Voilà, c'est un peu... Voilà, en gros, c'est le rapport de cette femme avec sa sexualité, avec son alcoolisme qui découle du coup d'une sexualité pas super saine. Et en fait, avec des illustrations assez simples et assez directes. C'est ça que j'aime beaucoup. Après, on part aussi sur toute la... Enfin, surtout, c'est vraiment une petite partie du livre, c'est vers la fin. Je dirais que... voilà, c'est à peu près cette partie du livre où en gros on aborde sa maternité et du coup voilà cette transformation de cette femme sexualisée à cette femme mère. Après j'ai juste trouvé dommage que du coup on passe de son histoire de femme avec ses difficultés qu'elle rencontre à cette position de mère. C'est très rapide, en une page, et bim, on apprend qu'elle a été mère, qu'elle a accouché, qu'elle n'a pas accouché naturellement, etc. Et du coup, j'ai trouvé la transition assez rapide, en fait. Voilà, mais sinon c'est chouette. On a des illustrations, par exemple, comme là, où en gros, elle nous remet des messages qu'elle a envoyés à ses ex qui lui ont répondu. Et on sent aussi... Du coup, de par ces histoires compliquées, on sent aussi une femme qui a besoin de revenir sur ses relations passées, puisqu'on a la sensation qu'elle n'en a digéré aucune. Et du coup, tout au long du livre, elle revient régulièrement sur ses ex et elle leur réécrit et elle repense à pourquoi ça s'est passé comme ça, qu'est-ce que j'aurais dû faire, je me suis pas rendu compte à l'époque que c'était un connard, en fait c'en était un, etc. Du coup... ouais, voilà, typiquement, là, elle rencontre, c'est quoi déjà? Ah oui, voilà. Elle a rencontré Arthur à l'enterrement de son grand-père. Le mec, du coup, est prof dans une université publique. Elle venait d'avoir son diplôme universitaire. Ils avaient beaucoup de points communs, blablabla. Ils s'envoient des lettres. Il l'invite chez lui. Ils s'embrassent, etc. Et là... Du coup, arrive le moment où elle est censée coucher avec lui. Et là, en fait, il se met nu et elle se rend compte du coup que ça pose sa fesse à lui sur son corps comme un vieux sac en plastique entre prédation et gravité. Je me dis, autant le laisser faire, ce sera plus rapide et après, je pourrai me tirer. Je lui dis que j'ai besoin d'une pause et je vais fumer une cigarette par la fenêtre ouverte. Une fois calmée, je me rhabille et lui annonce, je dois partir, je le plante là. Vieux tas en plastique nu. Donc voilà, on est sur des rapports comme ça, vraiment... on se rend compte que vraiment c'est très compliqué, que c'est pas du tout naturel et bizarrement à chaque fois elle tombe sur vraiment des pauvres types quoi. Donc voilà, désolée, j'étais un petit peu longue sur ce sujet, mais c'est vrai que c'est le genre de livre qui du coup vraiment transmet beaucoup de messages, et la façon dont c'est écrit, la façon dont c'est dessiné, vraiment ça offre un point de vue qui je trouve n'est pas assez du coup dépeint dans la littérature et encore plus dans les romans graphiques. C'est le côté genre c'est pas un viol, enfin tout viol n'est pas franc en fait, enfin c'est pas on te force en fait. Il y a plein de petites insinuations, plein de petites situations en fait qui peuvent être mises vraiment dans la case non consentement sans forcément être assimilées au viol, mais pour autant, bon sang, c'est pas un acte voulu, et du coup voilà, et elle le dit à la fin, tous ces petits actes manqués comme ça, on n'y pense pas en fait, et pourtant cumulé, et ben ouais, ça détruit un peu, la personnalité et la mentalité en fait de la personne. Elle parle beaucoup de honte. La honte est un instrument d'oppression. Celui qui cherche à maintenir son pouvoir et son contrôle n'est pas digne de confiance. Qu'est-ce qu'elle dit Ah oui, nous les femmes doutons de la réalité de nos propres expériences. La culture qui nous définit s'accroche à la notion de consentement alors que tous les autres abus de pouvoir sont toujours en place. Ce sont nos histoires contre les leurs. Mais il y a un truc qui était un petit peu plus clair.
Voilà, j'ai oublié de vous parler de Marc qui m'a dit en rigolant qu'un jour, il avait laissé un chien lécher sa main pleine de graisse de hot dog avant de me doigter. Ravissant. Et de Sam qui plongeait la main dans mon entrejambe chaque fois qu'on regardait un film en classe. Et de Jason qui continuait à me baiser même quand je lui disais que j'avais mal. Vous comprenez, maintenant ce ne sont pas des incidents isolés. Le oui ou non du consentement ne suffit pas à distinguer l'attirance mutuelle de la prédation. Les dés sont pipés, le pouvoir est concentré de l'autre côté. Enfin voilà, et du coup, je trouve que voilà, elle met vraiment le doigt sur une chose assez subtile. Je sais pas si le mot c'est subtil, mais je suis sûre que vous m'aurez compris. Enfin, toujours est-il que voilà, si ce sont des sujets qui vous intéressent, je vous invite vraiment à lire du coup Trajectoire de femme, journal illustré d'un combat d'Erin Williams aux éditions Massot. Autre livre que je commence, cette fois-ci dans le cadre du Grand Prix des lectrices Elle. On l'avait reçu à la bourse celui-ci et du coup, et ben voilà, je me suis mise dedans tout à l'heure. C'est L'accident de chasse de David Carlson et Landis Blair, édité chez Sonatine. L'accident de chasse, c'est quoi? Je vous lis le résumé parce que j'en suis vraiment au tout début. Chicago 1959, Charlie Rizzo croit tout connaître de son père jusqu'au jour où la police frappe à leur porte. Matt Rizzo choisit alors de dévoiler la vérité à son fils. Roman graphique à la puissance expressive sans pareil, tiré de faits réels, L'accident de chasse est une ode bouleversante à la rédemption et au pouvoir sans limite de la littérature. Les dessins sont juste sublimes. Pareil, je vais essayer de vous insérer des exemples en fait de pages au hasard. On est sur quelque chose de voilà, de comme ça. C'est que du trait au crayon noir, mais du coup dans la façon dont l'illustrateur, je sais pas ce que j'ai fait là, j'ai fait un coup de baguette magique, dans la façon dont le trait est dirigé et accentué et dans l'épaisseur du trait, en fait il y a ce côté où l'illustrateur arrive à donner avec ses petits traits cumulés un mouvement et une dynamique dans l'illustration qui est vraiment canon. Attendez, j'aimerais bien essayer de vous retrouver un exemple. J'avais tout à l'heure. Et en fait, il y a d'ailleurs certaines illustrations. J'ai vraiment envie de les colorier en fait. Non, je vais pas retrouver. Ouais, bah si, typiquement. Par exemple, là, ce nuage de fumée là, juste là. Alors vous n'allez pas vous rendre compte, mais du coup, c'est vraiment plein de petits coups de crayon, mais du coup qui sont faits de façon à ce qu'on a l'impression de voir. Enfin, limite, on a l'impression que la fumée, elle est animée en fait. Il y a une espèce de création de mouvement comme ça. C'est pas de l'illustration figée quoi. On a l'impression que c'est animé tellement c'est vraiment bien foutu. Donc voilà, je suis là-dedans. Non mais regardez. Alors après, c'est pas c'est assez noir hein, comme roman graphique, mais franchement, c'est juste magnifique. J'ai essayé de vous glisser des illustrations, c'est vraiment trop beau. Voilà, donc je suis là-dedans, c'est assez épais. Ça fait combien de pages? Ça fait combien de pages? Il n'y a pas la pagination. Ah si, plus de 400 pages. Plus de 400 pages. Bref, je pense que ça va être une super belle lecture. Moi, c'est le genre de roman graphique. Je prends vraiment mon temps pour les lire parce que je trouve que c'est comme... moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Ça me fait un petit peu penser à ça. D'ailleurs, au niveau du trait du crayon, ça me fait vraiment penser à ça. Mais en noir et blanc, pour le coup, c'est le genre de livre... Comment dire? J'ai du mal à enchaîner et j'aime bien m'arrêter sur chaque planche pour regarder les détails. Ou alors, ce que je fais, si vraiment j'ai envie d'enchaîner, c'est que je lis tout d'un coup et après je le reprends pour m'attarder vraiment sur le dessin et sur les détails. Donc voilà, ça va être ma lecture de ce week-end. Là, aujourd'hui, on est quoi? On est dimanche. Je vais vous monter cette vidéo et vous la poster tout à l'heure. Et je redémarrerai une semaine de lecture demain lundi. Sinon, quoi de neuf? Pas grand chose, hein, voilà, plutôt tranquille cette semaine comme vous l'aurez vu. Et j'espère du coup pouvoir accentuer un petit peu mon rythme la semaine prochaine. J'espère que
que vous avez découvert de jolies lectures. J'ai posté là dernièrement le livre de Julien Rampin, Grandir un peu, édité chez Charleston, et j'ai vraiment été agréablement surprise des réactions sous ce post et des conversations que ça a généré suite à ce post. C'est vraiment la magie d'Instagram qui peut être, je le sais, vraiment très critiqué, mais toujours est-il que voilà, il y a des moments comme ça où je trouve que les échanges, et même sur celui-ci j'ai eu aussi de beaux échanges avec l'une d'entre vous, et vraiment ça fait plaisir en fait de se dire que c'est pas que des posts, c'est des posts mais qui du coup génèrent derrière des conversations et des échanges vraiment très intéressants et en toute bienveillance. Et c'est vraiment ce qu'il faut reconnaître à tout l'univers Bookstagram, c'est que les échanges dans cet univers, dans cette thématique des livres, sont toujours. Après je sais pas, hein, je pense qu'il y en a certaines qui se retrouvent face des fois à des peut-être à des lecteurs ou à des auteurs pas très fut-fut. Mais en tout cas, pour le moment, j'ai toujours de super échanges et ça me frustre des fois de ne pas avoir le temps de communiquer et d'échanger plus avec voilà certaines lectrices et certaines et certains abonnés. Mais voilà, c'est comme ça, la journée ne fait que 24 heures et on essaye de tout faire rentrer dedans et parfois c'est pas si facile. Voilà, bon, j'arrête mon blabla. Je vous souhaite une bonne fin de week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.